We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senua's Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. « 20 mai 1981, 19h. Eileen pousse la porte d'un night shop sur l'aire d'autoroute d'Edgewater, en Floride. Le flingue calibre 22 qu'elle serre entre les doigts n'est pas très lourd. On dirait un jouet pour gosse, mais un jouet capable de déchirer les tripes du premier venu. En entrant dans la boutique, Eileen pointe le canon du revolver sur la caissière. Elle lui tend un sac et lui ordonne d'y fourrer tout l'argent du magasin. Immédiatement, le visage de l'employé devient aussi pâle et luisant qu'un joli bijou nacré. Elle obéit. Eileen Wuornos, 25 ans, commet le braquage du night shop d'Edgewater 3 ans après le décès de son frère Keith. Vêtue d'un bikini jaune fluo et armée d'un pistolet, elle dévalise la boutique puis s'enfuit au volant d'une voiture. Durant les 3 années qui précèdent cette attaque, les dossiers de la police ne font mention d'Eileen que pour un seul événement, une tentative de suicide en 1978. La jeune femme s'était tiré une balle de revolver dans l'abdomen. Au médecin qui l'a soignée, elle a avoué qu'elle n'en était pas à sa première tentative de suicide. La mort, elle l'avait dans les veines depuis des années. Tandis qu'elle roule à tombeau ouvert au sortir du braquage, Eileen repense aux 3 années qui viennent de s'écouler. Après la mort de son frère et son foirage pathétique pour tenter de se tuer, elle s'est abîmée dans l'alcool. Elle a repris la prostitution et s'est mise à accepter autant de clients que possible. Des sales, des violents, des vicieux, des gueules cassées. Objectif, s'affadir et se détruire. Se rendre aussi laide que tous ces clients minables chahutés par la vie. Alertée par la caissière du night shop, la police se met en état d'alerte. On cherche une blonde au volant d'une décapotable. Un profil assez courant en Floride. 6 voitures sont déployées sur l'autoroute, dont les sirènes crachent un aboiement strident dans la nuit. Les souvenirs d'Eileen continuent à remonter. Un jour où elle traînait dans un rad, 6 mois plus tôt, elle a fait la rencontre de Tommy, un beau gosse avec du style et pas mal de tchatch. Ils se sont maqués, puis ils ont créché sous le même toit pendant 4 mois. Au cours d'une dispute, Tommy s'est moqué d'elle en lui disant qu'elle n'était bonne à rien. Juste une trouillarde à la langue bien pendue. Pour lui prouver le contraire, Eileen a pris ses clés de bagnole, un flingue, un sac, et elle est partie braquer le night shop d'Edgewater. Tout à coup, un bruit tire Eileen de ses pensées. Le moteur de sa voiture tousse et éructe. Une fumée grasse s'élève de la carlingue. Merde. Elle a forcé sur l'accélérateur. La voiture n'a pas supporté. Eileen gare le tas de ferraille sur le bas-côté et s'apprête à prendre la fuite à pied. Lorsqu'elle remarque une lumière rouge qui palpite derrière elle. Fin de cavale. Les policiers ont repéré la voiture sur le bord de la route. Au total, l'interpellation dure moins d'1 minute. Eileen est arrêtée puis emportée au commissariat. La suite se passe vite. Un procès expédié, une criminelle qui plaide coupable et, en bout de course, la condamnation à 13 mois de prison ferme. C'est la première fois qu'Eileen est envoyée derrière les barreaux pour un si long séjour. Mais ça ne lui fait pas peur. À ce stade, après avoir traversé tant de crasses et subi tant d'humiliations, plus rien ne peut l'effrayer.
30 juin 1983. Aileen est libérée de prison. Elle a maintenant 27 ans et quelque chose a changé en elle. Durant sa détention, elle a rencontré Dieu. Autrefois consumée par la rage, Aileen s'est mise à lire la Bible en prison et la figure du Christ l'a marquée à jamais. Comme elle, cet homme a souffert du mépris de ses semblables. Comme elle, il était seul. Comme elle, il se sentait étranger à l'ordre naturel de la société. Les hommes l'ont crucifié pour cette raison. En cellule, Aileen a prié chaque jour. Elle a confessé ses péchés à Dieu et s'est promise de ne plus commettre le moindre crime. À présent qu'elle est libre, elle n'a qu'une hâte. Retrouver Tommy, son ex-petite amie, et cesser pour toujours de faire le mal. Mais la douche est froide. Tommy s'est trouvé une compagne et s'est marié. Il mène une vie paisible, sans histoire, et semble heureux avec sa nouvelle femme. Cette découverte dévaste Aileen. Quelle idiote. Évidemment qu'aucune relation stable n'est possible pour elle. On la rejettera toujours, quoi qu'elle fasse. Les hommes sont tous les mêmes, des salauds qui la craignent, la haïssent, la rabaissent et ne l'aimeront jamais. Tous des ennemis, tous des porcs. À quoi bon tenter de faire le bien face à des hommes mauvais? Aileen Wuornos retombe dans le crime et les délits. Le 1er mai 1984, elle est arrêtée pour dépôt de chèques contrefaits à Key West. Le 30 novembre 1985, on la suspecte du vol d'un revolver à Pasco. Le 4 janvier 1986, elle est arrêtée pour vol de voiture à Miami. Le 2 juin 1986, elle agresse un homme et lui extorque $200 à Volusia. Aileen est en miettes. Chaque nouveau délit lui permet d'exprimer sa haine de la société, mais surtout des hommes. Les mâles l'ont corrompue, salie et exploitée. Jamais plus elle ne leur prêtera sa confiance. C'est dans ce contexte qu'elle rencontre en 1986 une femme qui va changer sa vie. Dans un bar du sud de la Floride, elle croise la route d'une dénommée Tyria Moore, 24 ans, célibataire. Tyria travaille comme femme de ménage dans un motel. Dès leur première rencontre, le coup de foudre est immédiat et les deux femmes deviennent inséparables. Elle est la bouffée d'air qu'Aileen n'espérait plus. Un rayon de soleil encadré de boucles brunes. Celle qui la considère avec respect et lui offre l'amour qu'elle n'avait jamais reçu. Éprises de liberté, les deux femmes prennent la route et vivent en nomades sur les routes américaines. Elles dorment où elles peuvent, ici dans une caravane abandonnée, là dans un hangar, plus loin sous la frondaison des arbres à la belle étoile. Aileen semble aller beaucoup mieux. Mais sous la surface, son caractère instable bouillonne et ne demande qu'à ressurgir. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, What will I become? Senwa Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. « 4 juillet 1987.
la police de Daytona Beach est appelée en urgence pour une altercation dans un bar. Aileen Wuornos a brisé une bouteille de bière sur le crâne d'un homme qui se tenait un peu trop près d'elle. Sa compagne, Thierry Amour, a tenté d'intervenir pour mettre fin à la bagarre. Après un bref interrogatoire, la police rédige un procès-verbal, puis les deux femmes sont relâchées au terme d'une nuit en garde à vue. Ce genre de mésaventure est fréquente, très fréquente. Aileen cogne pour un oui ou un non. Dès qu'elle sent un regard posé sur elle, les insultes fusent et les poings frappent. À chaque fois, Tyria fait de son mieux pour apaiser sa compagne. Elle ne l'abandonne pas, contrairement à tous les autres. Elle reste pour l'aider. « 12 mars 1988. Nouvelle agression. Aileen Wuornos et Thierry Amour traînaient sur la route lorsqu'un camionneur les a pris en stop. Le conducteur a posé sa main sur la cuisse d'Aileen. Une grossière erreur. La jeune femme lui a brisé la mâchoire et cassé le nez. Là encore, la police relâche les deux femmes après quelques heures de garde à vue. Durant toute cette période, Aileen continue la prostitution. C'est son gagne-pain. Tyria tente de l'en dissuader, affolée à l'idée qu'un client puisse lui faire du mal. Mais Aileen n'a pas l'intention d'arrêter. Elle ne sait rien faire d'autre. Et puis, ces abrutis de clients paient bien. Avec l'argent, elle met Tyria à l'abri du besoin. C'est sa fierté. Toute sa vie, elle a voulu fonder un foyer et protéger la personne qu'il aimerait. Elle n'y renoncerait pour rien au monde. Mais rien ne dure éternellement. Cela fait maintenant plus d'une décennie qu'Aileen fait le trottoir. À l'âge de 33 ans, son corps est marqué par la vie. Elle a pris du poids, son visage s'est flétri, ses joues sont gonflées, et sous ses yeux couleur noisette, les cernes se sont épaissies. Il devient difficile d'appâter le client. Or, qui dit moins de clients, dit moins d'argent. Or, qui dit moins de clients, dit moins d'argent. Et comme toujours, la précarité fait naître des tensions dans l'amour. Le couple bat de l'aile. Tyria est inquiète de voir leurs ressources s'épuiser. En retour, Aileen craint de perdre sa compagne et se sent prête à tout pour l'empêcher de partir, quitte à commettre le pire. À l'aube du 1er décembre 1989, la police découvre un véhicule abandonné dans une forêt du comté de Volusia. C'est le shérif adjoint Bonnevere qui arrive en premier sur les lieux. La voiture abandonnée, une vieille Cadillac beige, est entièrement vide. On trouve des traces de sang sur l'appui-tête, côté conducteur. Sous un tas de terre, non loin, le shérif découvre une bouteille de vodka à moitié vide, 2 cartes de crédit expirées, les papiers du véhicule et une carte de visite au nom d'un certain Richard Mallory. Des équipes scientifiques sont envoyées sur place. Elles analysent le véhicule mais ne trouvent aucune empreinte. Conclusion, quelqu'un a pris soin de nettoyer méticuleusement l'intérieur de la voiture pour en effacer toutes les traces. Le meurtre s'est produit la veille. Une histoire simple et triste. Aileen faisait le tapin quand une Cadillac s'est approchée, avec à son bord un mec à la gueule louche. Tout de suite, elle a senti son radar de danger s'activer.
Le genre de client violent qu'on repère à 10 km. Mais Aileen avait besoin d'argent. Désespérément besoin pour conserver Tyria. Alors, elle a dit oui. Et elle est montée en voiture. Le type, un dénommé Richard Mallory, a garé sa bagnole près de la plage et s'est mis à lui raconter sa vie. Il était là pour le week-end, le temps de faire la fête à Daytona avec les prostituées du coin. Ils ont siroté une bouteille de vodka et le mec a jacté pendant des heures. Plus il parlait, plus Aileen sentait le dégoût monter en elle. Ce pauvre type était l'incarnation de tout ce qu'elle détestait. Il était con et vulgaire, moche et arrogant, bouffi de mépris, à l'image de tous les hommes qui l'avaient avili durant sa vie. Alors d'un coup, comme une révélation, elle s'était décidée à foutre le camp. Tant pis pour le fric. Elle préférait quitter la bagnole et rentrer chez elle. Mais face à cette réaction inattendue, le mec avait vu rouge. Il avait attrapé Aileen par les cheveux, l'avait maintenue de force dans la voiture et avait tenté de la violer. C'est là, à cet instant précis, que dans l'esprit d'Aileen, le dégoût s'était changé en fureur. Pas de peur, pas d'hésitation, pas de remords. Elle avait sorti son calibre 22 et tiré à 4 reprises dans le corps de Richard Mallory. Son tout premier meurtre. La police trouve le corps quelques jours plus tard. Ce sont 2 adolescents qui sont tombés dessus par hasard. Un bras dépassait des ordures, dans une décharge à 8 km de l'endroit où se trouvait la voiture. Le détective Larry Orzeppa est mis sur le coup. En charge de l'affaire, il commence par faire analyser le corps. On relève 4 impacts d'un revolver calibre 22, mais aucune empreinte sur le cadavre. Aucun indice, aucun témoin, aucun mobile. Aileen n'est pas stupide. Après le meurtre, elle a pris soin de nettoyer la voiture. Pas question de laisser ses empreintes. Elle a fait les poches du client, lui a pris son argent et ses bagues, puis a opéré avec beaucoup de sang-froid. D'abord, bazarder le corps dans une décharge, puis abandonner la bagnole au fond de la forêt et planquer les pièces d'identité sous la terre. Simple, presque trop simple. Ni difficulté, ni sentiment de culpabilité. Un crime parfait. Mi-décembre. Peu après la découverte du corps, le détective Larry Orzeppa lance des recherches approfondies sur Richard Mallory. Résultat, la police possède un dossier sur la victime. Mallory a été accusé de viol quelques années plus tôt. Est-ce lié ? En contactant ses proches, Orzeppa apprend un autre détail d'importance. Mallory portait en permanence des bijoux, surtout des bagues. Or, le cadavre en était dépourvu. Le détective conclut aussitôt à un meurtre crapuleux. Le tueur a agi pour l'argent. Quant à savoir qui a fait le coup, en l'absence de témoins, la police est complètement démunie et l'enquête reste au point mort. En rentrant chez elle après le meurtre, Aileen se sent bien, merveilleusement bien. Elle est rayonnante pour la première fois depuis longtemps. Portée par l'euphorie, elle montre l'argent et les bijoux à sa compagne, puis lui raconte toute l'histoire avec fierté. Tyria est horrifiée. Elle sait qu'Aileen dit la vérité, car elle connaît le potentiel explosif de sa compagne. Mais dans ce cas, il faut s'en aller, quitter la ville et se faire oublier. Tyria convainc Aileen de réunir leurs affaires, d'abandonner le motel et de prendre la route. Les 2 femmes disparaissent sans laisser de traces. Mais désormais, les choses ne seront plus jamais comme avant. Aileen a pris goût au sang.
pas rassasié. Tuer ce client n'a pas étanché sa soif de vengeance, bien au contraire. Cela lui a simplement prouvé qu'il était possible, sinon facile, de prendre la vie à un être humain. Le meurtre de Richard Mallory ne marque pas la fin, mais le début. Il lui tarde de recommencer.